Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle réflexion avec ici un chapitre donc sur les vaccins et le fait donc que les vaccins fabriqués soient soit vivants, soit atténués, soit recombinés aussi. Là c'est de la manipulation génétique, donc des organismes génétiquement modifiés par des manipulations en laboratoire par génie génétique. Alors la grande question est de savoir si on se la pose, parce qu'on se la pose rarement, si un virus dit atténué avec enveloppe de capsides de virus ou atténué avec diverses substances qui peuvent être aussi réputées toxiques, est-ce que ces virus atténués, voire virus tués, contenus dans les vaccins qui nous sont proposés depuis plusieurs décennies, sont vraiment tués ou peuvent-ils reprendre de la virulence? C'est ce qu'on va voir donc dans ce chapitre, toujours issu du manuel Phobie des microbes et manie vaccinale du docteur Yves Couzigou, écrit en 1992. Pour introduction à l'écran, donc une comparaison entre le virus naturel de la rougeole, un vaccin vraiment d'actualité puisqu'on ne nous parle que de rougeole en ce moment pour justifier presque 11 vaccins obligatoires pour 2018 en France, sachant que ça n'est obligatoire que si vous n'invoquez pas la loi, et notamment la loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, entre autres lois, et qu'il y a beaucoup plus de lois pour défendre votre liberté de choix thérapeutique que de lois qui pourraient vous imposer l'obligation pour vous-même, enfin pour vos enfants, donc en 2018 bien sûr, mais ça s'applique aussi à vous-même, pour tout acte thérapeutique où votre libre consentement après information est clairement requis, sans pouvoir y déroger, et où également vous pouvez invoquer votre souhait de choisir une autre thérapeutique que celle qui vous est proposée, surtout si c'est de la prophylaxie, encore plus, puisqu'il n'y a pas de maladie. Le vaccin est proposé à titre préventif, entre guillemets. On verra si c'est de la réelle prévention, en tout cas dans la médecine classique et au niveau de la politique de santé publique, c'est avancé comme une prévention. N'étant pas malade, ça n'est même pas une thérapeutique salvatrice où il y aurait une perte de chance. Alors on pourra, oui, certains démontreront encore qu'il y a perte de chance. De toute façon, même quand il n'y a rien à démontrer, certains y arrivent quand même. Voilà, il n'y a pas de maladie, de pathologie déclarée. Vous ne risquez pas votre vie et vous n'êtes pas dans l'urgence avec un pronostic vital en danger. C'est de la prophylaxie, de la prévention. Alors, encore est invoqué, il faut quand même le signaler, qu'il y a des vaccins altruistes qui, même si ce n'est pas pour vous, pour votre enfant, c'est pour protéger les autres, ou encore vous risquez pestiférer que vous êtes né avec tout un tas de virus et de bactéries potentiellement très dangereux, comme si c'était comme ça que le monde microbien soit en relation avec les êtres humains. Autre parenthèse longuement développée par ailleurs et que nous continuerons de développer puisque c'est une réflexion de fond qu'il est extrêmement intéressant à mener. Mais un autre argument avancé est que vous risquez de contaminer des personnes qui ne peuvent pas être vaccinées parce qu'elles sont immunodéficientes ou trop fragiles. Ce qui nous amène encore avec cet argument exposé, à savoir si vraiment on est des pestiférés quand on n'est pas vacciné qui allons contaminer tout le monde, et pourquoi ces catégories de population, allergiques y compris, on rajoutera, ce qui fait finalement peut-être un quart, voire un quart de la population qui ne peut pas être vaccinée, puisqu'elle est soit immunodéficiente, soit allergique, soit trop fragile, soit prématurée, soit trop âgée, soit avec déjà une infection, soit contaminée par un autre virus, soit séropositive. Voilà, ça fait beaucoup de personnes dans le monde qui ne peuvent pas recevoir des vaccins.
Alors on voit quand même par ailleurs, pour clore cette parenthèse, que si on peut vacciner les prématurés. Les avis sont très partagés et toujours contradictoires, comme tout ce qui concerne la vaccination, qui est une pratique très lacunaire, avec beaucoup de contradictions, très incomplètes, avec des études qui n'ont jamais été faites comme il fallait, etc., etc. On ne le répétera jamais assez. Donc, j'ai souhaité vous mettre à l'écran cette comparaison. Alors, c'est un petit schéma en anglais, mais pour le grand intérêt de la comparaison entre le virus naturel de la rougeole, donc measles, M-E-A-S-L-E-S, c'est la rougeole en anglais, comparé au virus du vaccin. Voilà l'écran. Avec cette grande différence, donc vous avez le virus naturel à gauche, le type sauvage donc qui entre dans vos cellules au travers du récepteur CD150 tel que ça a été étudié à ce jour. Et la grande différence, il suffit juste de savoir différencier ces deux nombres, est que le virus vaccinal, qui a été mis au point donc par monsieur Edmonston, entre dans vos cellules au travers des récepteurs CD46. Et ce récepteur CD46 est celui qui accueille aussi l'herpès virus de type 6, qui favorise les cellules cancéreuses, comme c'est noté à l'écran dans la petite bulle rose en bas à droite. All vaccine measles virus are from Mr. Edmonston, entering our cells through receptor CD46. CD46 is the receptor to our resident HHV6, the human herpes virus type 6, that favors cancer cells. C'est écrit normalement, tous les virologues, vaccinologues, immunologistes, infectiologues sont censés le savoir. Le virus sauvage, naturel, n'est pas le même que le virus vaccinal, plutôt dans l'autre sens. Le virus vaccinal n'est pas le même et il n'entre pas dans les cellules au travers des mêmes récepteurs. CD150 pour le virus sauvage et CD46, le récepteur aussi de l'herpès virus qui favorise le développement des cellules cancéreuses. Allons donc un petit peu plus loin dans ce chapitre, donc après cette introduction qui titre « Les vaccins sont tous vivants, nocifs et inefficaces ». Malgré les slogans ressassés d'innocuité et d'efficacité des vaccins, nous pensons avoir suffisamment démontré que vacciner, c'est nécessairement contaminer et transformer les vaccinés en réservoirs à virus ambulants. Le professeur Ramon, qui soutient la propagande vaccinale, a reconnu que ce sont les vaccins vivants pasteuriens et génériens qui peuvent être dangereux. Et comme actuellement il est démontré que les toxines sont des immospores tout aussi vivantes qu'une spore végétale et que les prétendus anticorps sont nécessairement produits par des mycéliums vivants, toute vaccination est automatiquement nocive à plus ou moins longue échéance. On est désormais obligé de reconnaître que le microbe est l'être doué de vie la plus longue et la plus résistante. Et le professeur Studitsky, dans un article sur les travaux du russe Boshian, et paru dans les études soviétiques de juillet 1950, écrit ce qui suit. Nous citons ci-après donc le professeur Studitsky, qui se prononce sur les travaux du russe Boshian. Que de cultures microbiennes bouillies pendant 2 heures, attaquées par des solutions faibles d'acide, de base et de sel, exposées à la lumière solaire, considérées comme mortelles pour les micro-organismes, tuées, entre guillemets, en un mot, selon les règles de l'art,
pouvaient, dans certaines conditions, redonner naissance à des agents pathogènes susceptibles de se multiplier. Depuis Pasteur, poursuit le professeur Studitsky, on considère que les cultures affaiblies ou mortes d'agents pathogènes sont à la base de l'immunité. Une maladie inoculée par vaccin sous une forme très affaiblie provoque dans l'organisme la formation d'anticorps capables de s'opposer victorieusement aux formes actives de la maladie. Or, il se trouve que les travaux de Bochian réduisent à néant cette hypothèse, qui faisait loi chez les microbiologistes, depuis Pasteur donc. Bochian a réussi à obtenir, à partir de vaccins tués, entre guillemets, des cultures vivantes d'agents pathogènes. Fin de citation. Donc pour ouvrir une parenthèse, le ROR, rougeole, oreillon, rubéole, MMR en anglais, Measles, Mumps, Rubella, est donc un vaccin triple de 3 valences pour 3 maladies et tous les 3 vaccins à virus vivant. De même pour la grippe, vaccin à virus vivant. Donc là c'est clair, on inocule des virus vivants. Mais pour tous les autres qui sont dits à virus atténués ou tués, si ces travaux de Bochian peuvent encore être confirmés, il n'est pas question ici pour moi de poser en preuve absolue que c'est eux qui ont raison et que c'est toujours vrai, simplement pour dire, eh bien voilà, en 1950, ces chercheurs avaient observé ces conclusions dans leurs expériences. Le docteur Yves Couzigou nous rapporte ici ces expériences et toutes celles depuis Béchamp, donc 1885. Elles n'ont pas été suivies, elles n'ont pas été reprises, elles n'ont pas donné lieu à suffisamment d'études supplémentaires pour être infirmées ou confirmées. En l'état, il est tout à fait possible que les conclusions de ces études expérimentales soient les bonnes. Et ça vient donc mettre à mal le fait qu'un virus atténué ou tué dans un vaccin reste en l'état et ne puisse pas reprendre de la virulence à l'intérieur d'un organisme animal, humain ou autre mammifère, par exemple. Voilà pour l'intérêt ici de reprendre ce qui avait été constaté dans les expériences et qui ne peut pas être mis de côté, balayé d'un revers de main en disant non, voilà, on en est sûr aujourd'hui. Qui est sûr de quoi en microbiologie par rapport à tout ce monde de virus, de bactéries, de parasites, même encore en parasitologie? Qui peut être sûr de quoi dans un organisme humain et dans le devenir de ces virus inoculés dans un organisme humain? Personne. Personne ne peut affirmer de manière absolue comme l'a fait Pasteur et d'autres ont suivi, et c'est la doctrine qu'on nous impose depuis, alors que personne ne peut affirmer que chaque inoculation de virus atténué ou tué ne puisse pas amener à une reprise de virulence de ces mêmes microbes, donc virus. Après, évidemment, des vaccins vivants comme rougeole, oreillon, rubéole ou grippe encore, là c'est clair, ils sont vivants. Il n'y a même plus à se poser la question, on inocule des virus vivants. Nous terminons donc ce paragraphe sur le fait que tous les vaccins inoculés sont vivants, nocifs et inefficaces. Il conclut donc dans ce paragraphe, donc le docteur Yves Couzigou, que ces vaccins sont dangereux et que les mycoses vaccinales qu'ils produisent sont des maladies chroniques dont la phase aiguë peut récidiver dans certaines conditions. Ils sont de plus en plus préparés sur des protoplasmes organiques et non sur des milieux chimiques. De ce fait, ils peuvent contenir des virus provenant de ces protoplasmes qui ne sont jamais aseptiques. Et ces virus véhiculés par les vaccins sont aussi nocifs.
On parlera tout simplement, effectivement, comme on en a déjà parlé par ailleurs, et que cela est tout à fait admis, de la contamination par d'autres souches virales des vaccins, donc, et on s'en aperçoit, l'industrie pharmaceutique, les laboratoires qui ont mis sur le marché ces vaccins qui ont été inoculés à des milliers et des dizaines de milliers de doses, voire des millions pour celui qui a été contaminé par le SV40, virus simien, donc virus du singe. L'industrie pharmaceutique s'aperçoit après coup que ces nombreux lots de vaccins étaient contaminés. Il y a aussi eu des contaminations par le circovirus, virus porcin. Combien d'autres contaminations qui n'ont pas encore été mises au grand jour sont passées dans ces millions et milliards de doses de vaccins inoculés tous les jours? Et de plus en plus, si vous vous soumettez à une pareille obligation, ça soulève énormément de questions. En voici une encore. Est-ce que des vaccins à virus atténués ou tués, les virus soi-disant atténués ou tués, restent-ils en l'état à l'intérieur de l'organisme humain dans lequel ils ont été inoculés dans le temps? Et si non, quelles conditions favoriseraient leur reprise de virulence? Voilà pour cette réflexion encore d'une extrême importance, des expériences qui ont été mises de côté, qui devraient être reprises, reproduites et donc soit infirmées, soit confirmées. D'autres études complémentaires ont besoin d'être faites. En l'état actuel des choses, de nombreux vaccins n'ont pas fait l'objet d'études suffisamment poussées pour prouver qu'ils sont d'une totale innocuité, qu'ils sont efficaces, qu'il n'y aura pas de reprise de virulence des micro-organismes qui sont à l'intérieur de ces seringues et de ces vaccins, et sans même encore avoir abordé la question des adjuvants comme l'hydroxyde d'aluminium et le squalène, ou des conservateurs comme le mercure et autres produits, ou encore des produits qui servent justement à atténuer les virus qui servent à fabriquer ces vaccins ou à les tuer. Voici pour cette réflexion encore aujourd'hui, et en vous souhaitant d'avoir envie de la partager à tout un tas de personnes. On procède étape par étape, petit bout par petit bout. Ça peut paraître parfois pour certaines personnes un peu trop ardu, scientifique, avec des mots de microbiologie. Mais si vous réécoutez, vous verrez, votre logique et votre bon sens vont faire leur travail aussi. En vous souhaitant une bonne réflexion et à très bientôt pour la prochaine.